bonjour chez vous. Aujourd'hui, le club de lecture a le plaisir d'accueillir Alain Langlois, auteur de Je suis presque une légende ou 59 jours confinés dans une cave. Bonjour Alain. Bonjour. Donc avant de parler de ton livre, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Parce que je sais que tu n'es pas vraiment écrivain, c'est pas ton métier écrivain. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, je suis à la base graphiste. J'ai travaillé pendant très longtemps dans la presse pour des magazines de jeux vidéo, entre autres. Et je suis à mon compte en tant qu'indépendant depuis une quinzaine d'années. Voilà. Je suis arrivé en fin de compte à l'écriture par le jeu de rôle, le fait d'écrire pour des jeux de rôle. C'est ce qui m'a donné le goût à l'écriture. Ton livre raconte l'histoire de Linos, qui a décidé de se confiner dans sa cave. Et donc, je vais lire les deux premières phrases de la préface. Le mardi 17 mars 2020 ne fut pas un jour comme les autres. À cette date, le gouvernement avait décrété des mesures de confinement drastiques pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Une bonne partie de la population s'était retrouvée cloîtrée à domicile avec l'interdiction formelle de mettre un pied dehors sans une raison valable et une attestation de déplacement. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment a germé l'idée de faire un journal de confinement, en quelque sorte? Bien entendu. Je reviens au jeu de rôle, car euh, faire partie de cette communauté fait que sur un réseau social particulier dont le logo est bleu avec un F, on se retrouve entre nous. C'est-à-dire que sur ce réseau social, j'ai, je ne sais pas, 300-400 amis qui sont, pour la plupart, issus du jeu de rôle. Et voilà, un jour, ce mardi 17, j'ai écrit une chronique rapide, comme ça, mais c'était juste pour faire rire les gens, mes amis. Et puis, vu que les gens ont ri, enfin je le suppose, hein, je ne les entendais pas, mais ils ont liké, comme on dit, le lendemain, j'ai recommencé. Et puis j'ai continué ainsi jusqu'au 11 mai. Je vais enchaîner, je vais juste me permettre. On part du principe que vous avez du coup écrit ces chroniques. Alors, le premier jour, vous allez me le dire, est-ce que c'était juste une envie pour vous occuper? Est-ce que c'était un besoin, un exutoire à ce moment-là? Est-ce que c'était juste, comme vous l'avez dit, pour faire une blague, pour rigoler? Et au fur et à mesure, vous avez continué. Est-ce qu'à un moment, le fait de partager comme ça, le fait d'être lu, ça vous a motivé jusqu'au bout? Ou est-ce qu'à un moment, vous étiez un peu enfermé dans cette chronique, c'est devenu un peu plus dur, ou au final, c'était quand même assez facile parce que vous êtes un créatif, voilà, vous avez visiblement envie de partager beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous avez réussi tout au long de cet exercice à garder, à nourrir cette envie chaque jour de proposer ces chroniques quotidiennes, ou est-ce qu'à un moment, ben, il a fallu tirer un petit peu plus loin et se dire, là, il faut que j'y arrive. Celle-là, elle est plus dure à sortir, mais il faut que j'y arrive. C'est tout à fait ça. Il y avait des chroniques que j'avais dans la tête 2 jours avant et des matins où j'ouvrais mon fichier Word et je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir inventer comme bêtise aujourd'hui. Mais c'était, oui, un défi. C'est vrai que le fait d'avoir des gens qui te mettent des smileys ou des likes et qui commentent, qui me disent de dire bonjour à Anatole. Voilà, oui, bien sûr, c'est motivant, ça nourrit parce que euh, s'il n'y a rien en face, euh, je suis incapable d'écrire, quoi. C'est-à-dire que les rôles que j'écris pour les jeux de rôle grandeur nature, j'ai envie qu'ils soient incarnés. Et je pense que je suis incapable d'écrire un roman tout seul devant mon ordinateur. C'est impossible pour moi parce que j'ai personne en face. Alors que là, étant pas très, 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 très au point niveau orthographe, Isabelle, donc ma compagne, qui est prof des écoles, me fait une relecture, bien entendu, de tout ce que j'écris. Après, j'ai eu pour le livre d'autres personnes qui font partie des amis de Facebook qui se sont proposés gratuitement, hein. Ils ont juste eu un exemplaire en échange. Et l'important, voilà, c'est déjà que ça me fasse rire, que ça fasse rire Isabelle,
même si on n'a pas tout à fait le même humour, en règle générale, elle rit à ce que je fais. Et voilà, c'est ça, c'est ce retour-là qui permet de continuer, qui permet d'avoir envie. Même si des fois c'est très très dur, ou des fois l'idée elle est géniale, elle arrive sous la douche, il faut absolument aller écrire. Oui, mais justement, pourquoi après, comment t'es venue l'idée de le faire imprimer? Hum, Bien, une fois que les chroniques ont été terminées, donc le dernier jour du confinement, j'ai pris une pause parce que c'était un peu fatigant, et parce que les rubriques sont écrites quotidiennement. Oui. J'ai pris une pause, puis j'ai réfléchi, je me suis dit que ça serait drôle d'en faire un livre. Étant graphiste, je pouvais moi-même le mettre en page en plus et l'illustrer. Donc je me suis fait un petit plaisir. Euh, mais il fallait savoir si cela pouvait être rentable pour moi. Donc j'ai posé la question à mes amis sur Facebook, si j'en fais un livre, euh, est-ce que cela vous intéresserait de l'acheter? Et donc j'ai mis en place un principe qui était que je leur demandais un minimum de 12 euros, plus les frais de port, mais eux pouvaient mettre plus cher s'ils voulaient, entre guillemets, me soutenir. Voilà. Et j'ai eu 110 commandes au début, et donc j'ai pris contact avec un imprimeur, et voyant que c'était rentable, j'ai imprimé. Alors, on va revenir au contenu de l'ouvrage. Et donc, la question que je me suis posée vers le début, et c'est marrant parce qu'on a été plusieurs à en discuter et on n'a pas eu les mêmes réactions. Moi, je me suis demandé pourquoi tu t'étais débarrassé aussi rapidement de ta compagne. Enfin, pourquoi Lino s'est débarrassé de sa compagne aussi rapidement. Puisque quand même, on nous annonce qu'on va être confiné. Tu des- Le personnage descend dans la cave, il se confine et il se débarrasse de sa compagne. Il allait pas, hein, quand même, ça allait pas lui manquer un petit peu. La première chronique, en fin de compte, est le mardi 17. Après, pour le livre, j'ai réécrit les jours précédents. Donc, en fin de compte, Isabelle meurt dès la première chronique. Et me demandez pas pourquoi, c'est parce que je l'ai écrit comme ça, tout simplement. Après coup, je me suis rendu compte que c'était une très bonne idée. Parce que, justement, je pouvais isoler totalement le personnage et le faire vivre uniquement dans sa tête. C'était ça qui était intéressant. C'est tout le monde qu'il se crée, tous ces fantasmes, toutes ces peurs, il n'a personne à qui en parler. Et donc, il peut se permettre n'importe quoi. Ouais. Donc, le fait d'avoir regrettablement tué ma compagne dès la première chronique, en fin de compte, m'a plutôt rendu service. Mais elle m'en veut encore. Et c'est pareil, Linus a écrit à un moment donné une chanson. Donc on a les paroles, hein, plusieurs strophes. Tout à fait. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une musique sur cette chanson? Alors, hélas, euh, j'écris un peu, je suis graphiste, je suis un peu comédien, mais là, je ne suis pas du Pas tout du tout. musicien. À chaque fois que j'ai touché un instrument, et plusieurs fois j'ai voulu savoir jouer de quelque chose, chaque fois ça a été un échec lamentable. Mais je ne désespère pas, peut-être qu'un jour, j'y Ben, arriverai. et je pensais peut-être aussi dans les contacts Facebook, ceux qui vous ont suivi, il n'y en a pas un il n'y a pas un musicien qui vous a suggéré de mettre une musique sur ses paroles. Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas assez de musiciens dans mes amis, il va falloir que je recrute, oui. Et du coup, parce qu'on sait que les écrivains ont tendance à écouter de la musique pour peut-être voilà, leur donner des idées ou les mettre à l'aise. Vous, vous êtes plutôt sur quel type de musique? Qu'est-ce qui vous a accompagné lors de cette écriture? J'ai vraiment des ambiances musicales différentes pour chaque activité. Quand je fais mon métier de graphiste, je vais plutôt écouter de la pop rock, euh, voire même du rock assez solide. Par contre, quand j'écris pour les jeux de rôle, je vais plutôt avoir des musiques d'ambiance selon les thèmes. Par exemple,
j'ai écrit un scénario qui s'appelle Wendigo, qui se passe en Louisiane, 60 ans après la guerre de sécession. Et pendant toute l'écriture, j'ai écouté des musiques de cette époque et j'ai réécouté la bande originale d'un film que j'adore qui s'appelle Ravenous. Alors en français, c'est Vorace, qui est un film méconnu mais que j'adore, avec une ambiance particulière. Et dans ce film, justement, c'est l'histoire d'un cannibale. Alors, là, j'avais la remarque de Odette qui a lu ton livre, qui nous disait: Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de récit, et n'étant pas réceptive à ce type d'humour, j'avoue que je me suis très vite lassée. J'ai cependant poursuivi ma lecture jusqu'au bout, et je souhaiterais savoir si le fait d'avoir écrit jour après jour a été pour vous un exutoire au confinement ou une manière de ponctuer le temps, les jours se succédant sans rythme ni projection. Alors, est-ce que c'était aussi euh, une manière de garder un lien social, hein, puisque là, c'était aussi sur un réseau social que c'était publié. Donc, enfin, comme tu viens de l'expliquer, oui, le fait d'avoir un retour, ça motivait pour écrire. Mais est-ce que tu t'es lancé aussi dans cette aventure parce que comme on était confinés, on voyait peu de monde. Est-ce que est-ce que ça aussi c'était une démotivation? C'est possible. Mais avant toute chose, je veux dire bonjour à Odette quand même, Oui. pour être poli. Euh, donc, il y a une des choses effectivement que j'ai oublié de dire sur la question précédente, c'est que parmi mes amis, j'ai des gens qui sont des soignants. Et j'ai eu des retours de plusieurs personnes qui m'ont dit qu'après des journées harassantes, ça leur faisait plaisir de lire autant de bêtises et que ça les détendait, que ça les faisait rire. Et ça a été aussi une grosse motivation pour moi de les amuser. Ça n'a pas été pour moi un exutoire pour le confinement, car travaillant à domicile depuis très très longtemps, je suis confiné moi depuis très très longtemps. Et non, ça a été plutôt effectivement un plaisir d'apporter quelque chose aux autres. On applaudissait les soignants à 20 heures et moi je les réconfortais par mes bêtises quand ils rentraient chez eux. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, quand je l'ai lu, on était déjà déconfinés à cette époque, mais je le lisais comme ça régulièrement et ça me renvoyait à cette période de confinement et je me disais toujours, c'est vrai que ça devait être agréable comme ça de le lire chaque jour parce que, bah, comme tu le dis, hein, c'est vrai que c'était difficile pour les soignants qui étaient eux au front, mais aussi pour les gens qui étaient chez eux complètement isolés. Tout à fait. Et puis, pour d'autres, que je cite donc dans le rêve du fameux Carrefour Market, où mon personnage critique les gens qui sont en train de faire leurs courses un peu bêtement, mais remercie la caissière, parce que pour moi, c'était une chose très importante en début de confinement, de remercier les gens qui étaient présents, qui étaient là pour nous aider à passer cette période difficile. Et alors, Linos tue sa compagne, Oui. mais il n'est pas seul tout au long de cette aventure, puisque il sera rejoint par Anatole. Et le 27e jour, d'ailleurs, Linos sympathise avec un hérisson, Anatole. Et est-ce que tu as eu des nouvelles d'Anatole depuis le déconfinement? Tout à fait, mais je ne peux pas en dire trop parce que ça, c'est. Je retrouve Anatole, mais plus tard, dans une suite que je suis en train d'écrire. Mais oui, oui, j'ai beaucoup de fans d'Anatole parmi mes contacts. Beaucoup de gens me demandent des nouvelles. Et de temps en temps, quand je souhaite un anniversaire, je le souhaite de ma part et aussi de la part d'Anatole pour faire plaisir à certaines lectrices aussi. Ce sont beaucoup de lectrices. Mais pour resituer un petit peu, parce qu'on n'en a pas parlé, donc le personnage quitte son appartement rapidement, va se réfugier dans sa cave, parce qu'il se croit à l'abri dans sa cave, et dans cette cave, certes il s'ennuie, mais il y a aussi, comme dans toutes les caves, beaucoup de matériel abandonné, il va retrouver beaucoup de choses, il va commencer par
parce qu'il s'ennuie, oui. Essayer d'apprivoiser des cafards, il y en a au nombre de 5 qui sont tous passés de vie à trépas un petit peu de sa faute. Et effectivement, un jour, en allant à la chasse, parce que ce personnage va à la chasse autour de chez lui, et il veut attraper un chien ou un chat. Non, je crois que il veut attraper Kiki le Yorkshire. Oui, il me semble bien. Oui, et il est terrorisé par la présence de ce petit hérisson qu'il fait fuir en criant squeak. Mais après, il sympathise. Après, il capture Anatole pour le manger, sauf que Anatole va le regarder Oui. avec des grands yeux énamourés, et du coup, bah voilà, ils vont devenir amis. Et après, on va apprendre qu'Anatole n'est pas un hérisson, mais une Une hérissonne. Je vais aussi te faire part d'une remarque d'une autre lectrice, Françoise. Donc l'idée de lire un livre sur le confinement me faisait craindre de m'ennuyer car je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives de ce type. Et là, ce fut une bonne surprise. Ça ne parle pas du tout de cela. C'est bien sûr le point de départ, mais ensuite ça part un peu dans un délire qui, selon les pages, est plus ou moins drôle, mais en tout cas jamais pesant, et la pandémie n'est finalement plus le sujet. Certaines pages sont très drôles, d'autres un peu plus dans le gore, ce qui est un peu moins mon goût, mais au final, c'est distrayant et original. Ah, c'est très gentil. Euh, Rappelez-moi le prénom. C'était Françoise. Eh bien, bonjour Françoise. Je suis ravi que certaines pages vous aient amusé. Désolé pour les autres. Gore, vous êtes un peu dur quand même. Justement, dans mon écriture, j'essaye d'éviter tous les sujets polémiques. Dans la suite, c'est compliqué parce que ça se passe dans une prison. Mais j'essaye toujours de pas être vulgaire, même si j'emploie des mots grossiers de temps en temps, mais à dessein. Et surtout de ne pas écrire quelque chose qui puisse choquer. J'ai pas envie de ça, j'ai juste envie de faire plaisir. J'ai pas envie de donner mon opinion sur les choses, ça regarde personne, et de toute façon elles sont certainement pas importantes. Et Gore, donc du coup je suis un peu... bon d'accord, mais je relirai. Vous nous parlez d'une suite. Alors la suite, elle est en cours d'écriture, si j'ai bien compris. Est-ce que vous l'avez commencé, c'est-à-dire sur le même principe? Est-ce que vous êtes sur une phase de proposition en termes de chronique, toujours dans ce même groupe d'amis? Ou est-ce que vous l'écrivez complètement de votre côté, en entier, et vous allez vraiment vous lancer à la fin? Eh bien, lors du second confinement qui a eu lieu en novembre, plusieurs de mes contacts m'ont dit ah là là, il le fait exprès pour écrire une suite. Et effectivement, j'ai relevé le défi et le jour du nouveau confinement, ben, j'ai recommencé. Là, dans ce livre, le personnage à la fin se retrouve bien embêté. Euh, il se retrouve un petit peu enfermé en prison. Eh bien, j'ai écrit la suite en prison pendant, je ne sais plus, on est à peu près dans les 60 jours aussi. Et on va cette fois-ci le voir vivre dans cette prison avec de nouveaux personnages, entre autres un colosse qui s'appelle Igor, un autre personnage qui s'appelle Manolo, et on va retrouver Anatole, oui. Euh, J'en dis pas trop, je garde le suspense. Alors, on va continuer sur le contenu. Alors, le 58e jour, Lino se fait appréhender par la police. Et tout à fait. Et donc, comment va-t-il depuis? Eh bien, oui, effectivement, ce sont les gendarmes qui viennent le chercher avec l'adjudante, l'adjudantifrise d'ailleurs. Oh mon Dieu, ça me fait penser à tous ces jeux de mots terribles que j'ai écrits. Je m'en excuse auprès de tout le monde. Ah, mais c'est, je vais pas dire c'est une écriture fleurie parce que ça fait un peu bizarre hein, quand je dis ça en plus, mais je trouve que le fait d'avoir des petits jeux de mots comme ça tout le long, ça nous fait sourire Oui, et tout de suite on est en joie, je dirais, c'est le dans la but. tête. Moi, de toute façon, j'adore le langage d'Audiard, par exemple, Mm. ou ce qu'écrit Alexandre Astier. J'adore leur façon d'écrire des dialogues. Ouais. Et quelque part, oui, autant je peux être inspiré
en forme d'humour par des gens comme Pierre Dac pour aller très très loin, ou, euh, ou les Monty Python. Il y a euh, Raymond DeVos aussi qui faisait des oui, sacrés jeux avec de les mots gens, aussi. Ouais. avec des gens comme des proches, bien entendu. Ouais. Le François Rollin, que j'adore la composition du professeur Rollin. Je conseille à tout le monde de regarder ces spectacles. J'adore le non-sens, j'adore le loufoque, et ça, voilà, en mélangeant tout ça, en mettant un petit peu d'audiard, en inventant des mots de temps en temps, mais qu'ils sonnent justes. Par exemple, je me souviens sur une page, j'ai écrit ce n'était pas chose aisée. Et chose aisée, je l'écris C-H-O-Z-E-Z-E. Ne me demandez pas pourquoi, ça m'amuse, ça me fait rire. C'est c'est- c'est stupide, mais moi, quand je l'écris, je me dis ça va faire rire. Bah Et oui, des fois, ça marche. ça marche. Oui, oui, ça marche bien. Donc la police, enfin La gendarmerie. la gendarmerie vient arrêter Linos à la fin du confinement. Tout à fait. Eh bien, effectivement, il se retrouve en cellule. La justice lui reproche quand même beaucoup de choses. On lui reproche des Des meurtres meurtres. et du cannibalisme parce qu'il a quand même mangé sa compagne et un livreur de chez Amazon un peu plus tôt. Et donc là, ça va être perpétuité certainement, quoi. Mais il a quand même un espoir. Et donc du coup, la suite, ça sera pour quand? Quand on pourra voir le livre? Alors, pour les privilégiés, entre guillemets, les malheureux privilégiés, je vais dire plutôt, qui ont lu les chroniques sur le réseau social en question, ils connaissent le parcours, ils connaissent même la fin. Je m'étais laissé quelques jours de repos parce que j'ai écrit beaucoup plus que pour ce premier livre. Les chroniques sont beaucoup plus longues et je m'étais laissé carrément une semaine plus les mercredis. Mais voulant une fois de plus apporter euh, euh, comment dire, la totalité des jours du confinement puis du couvre-feu, j'ai décidé de réécrire les journées manquantes. Et à chaque fois que je relis ce que j'ai écrit, vu que c'est écrit dans la journée rapidement, il y a plein de choses que je change. Mm. Donc je modifie parce que je veux apporter quelque chose qui soit à la hauteur de mes espérances et qui amuse les gens. Donc Oui, puis ceux qui ont déjà lu puissent prendre exactement, plaisir à relire les exactement, petites histoires. tout à Mais fait. du coup, ça sera prévu pour quand? Alors, donc, je suis encore en cours d'écriture. Après, il faudra que je le mette en page, que je l'illustre, parce que ça fait partie des choses qui ont plu dans ce livre, c'est le fait qu'il soit illustré. Donc, c'est beaucoup de travail, parce que ce sont des visuels que je récupère sur Internet, qui sont libres de droit, à partir du moment où on les cite, comme je Oui, l'ai oui, fait. oui. Mm. Mais après, moi, je les maltraite, ces visuels, je les retouche, et j'en fais un peu ce que je veux. Donc, du coup, logiquement, fin avril, début mai, ça devrait arriver. C'est bien. Et le titre, on peut peut-être l'annoncer, le titre du tome 2. Tout à fait. Je reste dans le concept du je suis et je suis presque. Et cette fois-ci, c'est je suis presque innocent. C'est Voilà. pareil. C'est un concept un peu particulier, la presque innocence, mais je le tente. Pour continuer sur la thématique de la littérature post-apocalyptique, je vais maintenant vous proposer 3 romans. Donc la littérature post-apocalyptique, c'est un sous-genre, je dirais, de la science-fiction qui raconte la vie après une catastrophe ayant détruit la civilisation. Elle reflète bien souvent des inquiétudes liées au progrès, à une guerre nucléaire, au réchauffement climatique, à une crise économique et politique, épidémie, etc. Donc commençons avec Erectus de Xavier Müller. Donc un virus affecte la faune et la flore de toute la planète et les fait régresser à une époque préhistorique. Évidemment, ce virus va se propager à l'homme et les transformer en hommes des cavernes, plus précisément en Homo erectus. Aussitôt, une paléontologue est appelée à la rescousse. En effet, elle avait émis l'hypothèse d'une évolution régressive. Puis, tous les spécialistes de tous bords de la planète, OMS, ONU, ECDC, vont travailler sur la conduite à tenir face à ce virus. Ce superbe roman d'anticipation biologique est très complet. L'auteur s'est bien documenté sur la gestion d'une pandémie,
Ainsi, dans la première partie du roman, nous assistons, impuissants comme les personnages du roman, à la propagation du virus. Dans la seconde partie, ce sont les politiques et les organisations compétentes, enfin normalement, qui tentent de gérer les situations délicates engendrées par la pandémie. Dans ce récit haletant, on apprend plein de choses et des questions éthiques et philosophiques sont posées. J'aime bien cet aspect-là dans la littérature. L'homme va-t-il s'en sortir? Allons-nous retourner à l'époque de la préhistoire? Faut-il éradiquer les Erectus? Vous le saurez en lisant cet excellent livre. Et si vous aimez, vous pourrez poursuivre avec Erectus, l'armée de Darwin. La suite vient juste de paraître. Enchaînons avec Au nord du monde de Marcel Théroux. Des cataclysmes climatiques et politiques ont plongé la planète dans un monde sans foi ni loi. Mais quelque part dans le Grand Nord russe, nous découvrons un personnage fabuleux, Meckenpiece, shérif d'une ville déserte. Dans ce monde sauvage et glacial, elle survit. Elle déteste lire, mais pourtant elle rassemble chez elle tous les livres qu'elle peut trouver. Un jour, elle aperçoit un avion et décide de partir de sa ville pour rejoindre d'autres survivants. Mais l'homme est un loup, et Meckenpiece connaîtra des moments atroces. Cependant, elle ne s'effondre pas. Elle a une telle force que l'on en reste baba. Il est parfois des histoires et des personnages qui vous touchent, et ce formidable roman est un de ceux que je n'oublierai pas. Voici un autre roman que je n'oublierai pas de sitôt, et qui pourrait être une histoire parallèle du précédent. La constellation du chien de Peter Heller. Là aussi des personnages dotés d'une force de caractère et d'une envie de vivre qui nous serrent les tripes. Dans le Colorado, 9 ans après l'épidémie de grippe, suivie d'une maladie du sang qui a tué la plupart des gens sur la planète, Hyde et Bingley se sont installés dans un aérodrome et survivent tant bien que mal. Les deux compères ont des caractères totalement différents. Hyde, calme, plutôt doux et plein d'espoir envers l'humanité des hommes. Et Bingley, le roi de la gâchette, préfère tirer avant de discuter. Pourtant, tous les deux savent que l'un ne survivra pas sans l'autre et s'acceptent tels qu'ils sont. Un roman d'aventure captivant qui nous fait passer de la tristesse au rire, de la peur au soulagement, enfin bref, qui fait palpiter notre cœur en le bousculant d'émotion. Eh bien, on va terminer là. Je te remercie d'avoir participé à cette interview et puis j'attends avec impatience le tome 2 et j'espère aussi que les lecteurs vont se précipiter sur le tome 2 à la bibliothèque. Je te dirai ce qu'il en est. J'espère aussi. Merci Alain pour cette rencontre. C'est moi qui vous remercie.